comprendre, c'est ce fonctionnement urbain-là, ce fonctionnement social d'abord là, c'est-à-dire le fait que les gens fabriquent progressivement, pour se protéger de la pauvreté, du racisme, de la discrimination, une forme d'organisation particulière qu'ils subissent. Et ils fabriquent collectivement quelque chose dont ils voudraient s'échapper individuellement. D'où la première chose que l'on observe, c'est l'extraordinaire ambivalence des gens, la plupart du temps, qui veulent partir et qui veulent rester, qui veulent partir parce qu'ils ne supportent plus les conditions de vie, mais qui veulent rester parce qu'ils sont au fond attachés à ce que le ghetto leur apporte. Des gens qui sont, je dirais, à la fois qui développent une culture anti-institutionnelle très forte, et qui en même temps sont terrorisés à l'idée que la société et les institutions pourraient les abandonner. Des gens qui s'organisent pour se protéger de la vision de la vie extérieure, ou du regard extérieur, ou de la société extérieure, mais qui en même temps sont totalement envahis par cette société extérieure, par ses services sociaux, par l'État, par les images, par les flics, et ainsi de suite. La société extérieure pèse d'autant plus que vous êtes pauvre d'une certaine manière. Donc c'est une ambivalence fondamentale qui fait que pour les gens qui y vivent, le ghetto c'est à la fois une cage. Vous êtes forcé d'être là, vous n'avez pas les ressources d'aller ailleurs, mais c'est aussi un cocon. C'est aussi un endroit, disons, dans lequel on peut se trouver pas mal, ou dans lequel on peut acquérir une certaine forme de dignité et se protéger. C'était une intervention assez inspirative. Ce qui m'intéresse beaucoup, quand on parle de la ghettoisation, de quelle manière votre équipe et vous-même, vous avez donc gagné la confiance de vos interlocuteurs des ghettos? C'était vos collaborateurs des ghettos ou des personnalités comme ça que vous avez rencontrées? Pour aller très vite, vous ne pouvez pas travailler dans un quartier comme ça sans... Alors, c'est un aspect que je n'ai pas développé. Mais il y a un système politique dans un quartier comme ça. Mais ce n'est pas le vrai système politique, mais il y a de vraies autorités. Et donc, vous ne pouvez pas travailler sans l'accord des autorités locales. Un exemple de notre milieu, l'architecte Ivan Kucina, qui travaille à la faculté d'architecture. Il enseigne à Parsons à New York dans l'école de design, à Tirana et à Podgorica au Monténégro et donc à Tirana en Albanie. Nous avons une situation assez différente. Il ne s'agit pas des questions de race, il s'agit des constructions informelles, des villes, des habitations qui ont été construites sans autorisation dans des pays en transition et il s'agit d'une transition qui dure depuis 20 ans. Je donne la parole à Ivan Kucina. Je voudrais vous parler de Belgrade. C'est une ville qui se développe, mais plus cette ville développe, plus il y a de fractures. Mais il se développe, il grandit en créant des fractures, mais il n'éclate pas. Quand on parle de la sociologie, il faut qu'un centre se crée qui sera le centre de cette nouvelle société, le centre de Belgrade. Mais on n'a pas réussi à créer ce centre pour des raisons différentes, parce que le système formel, officiel ici est instable et il change tous les 10 ans, peut-être même plus souvent. Ce qui s'est passé dans les années 90, ce n'est qu'une continuation, un paradoxe de cette instabilité qui s'est instaurée et qui existe depuis les débuts. Peut-être ce n'est pas une exception aussi, même si on le considère comme ça. Si on étudie tous ces phénomènes, tous ces phénomènes prennent de nouvelles formes. Ce n'est pas une erreur dans le système, mais ce système peut produire de nouveaux espaces avec leurs propres règles. Et derrière ces espaces urbains,
il y a la sociologie et il y a derrière ça la politique et l'économie. Ce sont les photos des années 90 quand on avait l'impression que la ville changeait sans cesse. Donc en périphérie et au centre, une nouvelle couche apparaissait qui n'existait pas depuis jusqu'à l'heure, qui donc dépassait. Et il y avait environ 250 000 unités. Je vais me focaliser sur une étude de cas. Je vais passer en revue les conclusions pour qu'on puisse discuter. Une agglomération Dimitrovo-Brdo qui est connue comme Padina parmi les habitants de la ville. On met 25 minutes en bus donc près de naselje Medaković i Braće Jerković. C'est dans l'intérieur de la ville. C'est une agglomération qui a commencé à se développer dans les années 90. Et ça, c'est un exemple typique de ces constructions illégales, non officielles. Il n'y avait pas de permis de conduire, il n'y avait pas de projet de construction, des plans d'urbanisme, etc. Cette agglomération a été construite par des individuels, par des particuliers qui ne représentent aucun groupe homogène. Une partie était des réfugiés qui étaient probablement les plus riches parce qu'ils étaient à même de se procurer du terrain pour construire. Et il y avait une partie des citoyens, des habitants qui ont profité des prix bon marché pour se faire acheter, pour se faire construire des maisons privées, ce qui n'était pas le cas avant. Chacun construisait pour soi. Il y avait des petites entreprises d'entrepreneurs, un propriétaire, quelques employés qui ont fait construire. Donc le prix était 300 mètres par mètre carré, 300 € par mètre carré. Il n'y avait pas de permis de conduire, pas de permis de construire. Ça, c'était une façon assez économique pour régler les problèmes de logement. C'était possible parce que il y avait beaucoup de constructions illégales dans les années 90, en 1993. Il y avait beaucoup de gens qui sont entrés dans ces affaires et ce n'était pas possible d'arrêter ces processus. On a ignoré l'existence de ce type de construction. Ça, c'est très intéressant. Bien sûr, les architectes, ils sont présents, mais ça c'est une présence et ils sont en marge, ils sont marginalisés. Peut-être après, on a essayé aujourd'hui, cette agglomération, il y a un système d'assainissement, il y a une canalisation, il y a un système des infrastructures, mais l'électricité et l'eau, donc il y avait des problèmes. Ça c'est, notre tradition est de construire pour 100 ans, pour les générations futures. Ces maisons, par exemple, occupent presque 90% du terrain, et avant c'était des terres, c'était des terres pour l'agriculture. Chacun donc les personnes qui se sont achetées des terrains pour construire, donc ils le faisaient à leur gré. On peut voir la croissance qui dure depuis 15 ans. Cette agglomération va croissant, se développe. Et maintenant, l'État a commencé à construire dans cette agglomération. Moi, je me suis rendue avant-hier dans cette agglomération, et la direction de République pour la construction construit un très grand immeuble. Je suppose qu'il s'agit des logements, mais c'est très intéressant parce que c'est à la proximité de la ville.
Ici, vous avez à la diapo une photo. Là, donc, c'est le même paysage 10 ans après. Vous voyez, il y a des maisons.